commence. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui. Merci de vous être inscrits à ce deuxième webinaire de la série Parlons environnement, qui est organisé par le Comité régional de la capitale nationale Chaudière-Appalaches de Réseau Environnement et qui est co-organisé aujourd'hui avec Centro et Agiro. Donc, mon nom est Maxime Dandrefafard. Je suis coordonnatrice principale de Centro et je suis également membre bénévole du Comité régional capitale nationale de Réseau Environnement. La série Parlons environnement, c'est une nouvelle série de webinaires qu'on a lancée cet automne avec le comité régional pour discuter de toutes sortes de sujets d'actualité liés à l'environnement et à la région de Québec-Lévis. Donc, notre sujet aujourd'hui portait sur les apports anthropiques de sel dans les sources d'eau potable. Donc, pour nous, il allait de soi de s'associer avec Centro, qui est un regroupement stratégique de recherche financé par les fonds de recherche du Québec, ainsi qu'avec Agiro, qui est un organisme d'action et d'initiative sur l'eau dans la région de Québec. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on a beaucoup de panélistes qui sont venus vous faire un tour d'horizon du sujet. Ils ont seulement 8 minutes chacun pour vous présenter leur sujet parce qu'on veut garder beaucoup de temps à la fin pour les questions. Donc, c'est une véritable course contre la montre. Alors, je vous invite déjà, Monsieur François Proulx, à partager votre écran pour qu'on puisse commencer avec la première présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en tout temps dans la boîte de clavardage. Par contre, les questions vont être répondues à la fin. La période de questions va être animée par Mélanie Delonchamp, qui est la directrice générale d'Agiro. Donc, François, quand tu es prêt, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de une campagne d'échantillonnage qu'on a fait dans les puits des bassins versants des prises d'eau, rivière Saint-Charles et rivière Montmorency. C'est une étude qui a été faite avec Gabriel Bolduc d'Eraspe. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est que, premièrement, on voulait regarder au niveau de la problématique au niveau de l'eau souterraine, voir, parce qu'on savait que l'urbanisation pouvait avoir un effet sur soit la quantité d'eau souterraine, par l'imperméabilisation de certaines zones du territoire notamment, et la qualité de l'eau. Puis, on était préoccupé aussi par cette ressource en tant que gestionnaire du territoire. Donc, c'est la communauté métropolitaine, la CMQ, qui nous a donné ce mandat-là. Et puis, nous a demandé de vérifier la qualité de l'eau des puits privés. Ça s'est fait en collaboration avec la Ville de Québec, les laboratoires de la Ville de Québec. Les objectifs de l'étude, c'était de connaître la qualité microbiologique, physico-chimique de l'eau, l'influence des activités du territoire sur la qualité et la quantité d'eau souterraine et obtenir des données pour mener à bien l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable qui doit être faite par la Ville de Québec. Les campagnes d'échantillonnage ont lieu de 2016 à 2017. On a échantillonné dans les échantillonnages ont été faits par les OBV Charlevoix-Montmorency et OBV de la capitale. 2184 puits ont été échantillonnés, ce qui fait une des études les plus importantes qui a été faite à ce jour au niveau, je dirais même au niveau de la planète, parce que c'est beaucoup d'échantillons. Et puis, le protocole d'échantillonnage a été fait en collaboration avec la CMQ, la Ville de Québec et l'Université Laval, notamment le département de géologie. Donc, évidemment, on a 8 minutes, donc je ne peux pas discuter trop longtemps des résultats qu'on a obtenus. Donc, j'ai retenu seulement les résultats par rapport au chlorure. Donc, ici, vous voyez une carte du bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles. Et puis, tous les points que vous voyez, c'est tous des points qu'on a échantillonnés. On est obligé de se fixer des seuils. Donc, les seuils que vous voyez en bleu, c'est des seuils en fait, ce qu'on a regardé comme étant la moyenne. Donc, vu qu'on n'a pas de valeur de référence, puis qu'on ne voulait pas prendre la qualité de l'eau potable comme référence, qu'on voulait voir l'évolution ou les endroits qui étaient à risque pour la percussion des chlorures, on a décidé d'y aller par des pas statistiques. Donc, 0 à 10, le bleu, c'est le background, ce qu'il y a dans l'eau généralement quand il n'y a pas d'influence par rien. Et puis, de 10 à 90, c'est comme la partie centrale, tout ce qui est en jaune. Et en rouge, c'est tout ce qui était bien au-dessus de 90. On a eu des valeurs là, qui atteignaient même 700 mg au litre. Là. Donc, c'est pas les catégories sont pas équidistantes l'une de l'autre. On a la même chose aussi pour le bassin versant de la rivière Montmorency. Donc, on voit que c'est un petit peu moins
un petit peu moins aigu comme problème, donc un petit peu de rouge, du jaune par rapport, par exemple, à ce qu'on voit dans le bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles. Donc, à partir de ça, on a voulu voir s'il y avait des liens à faire avec tout ça. Donc, on a monté une série de variables explicatives qui ont toutes été élaborées à la main. Ça a été très, très long. Rien que pour vous parler de ces variables-là, ça me prendrait une présentation de 40 minutes que je n'ai pas. Donc, on va être obligé de passer rapidement là-dessus. Donc, ce qu'on a fait pour les modèles qui ont été utilisés pour les paramètres physico-chimiques, c'est la régression linéaire multiple. Et pour les paramètres microbiologiques qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'était, attendez une minute, là, régression logistique, parce que c'est une méthode qui nous permet d'utiliser des variables binaires. Donc, au niveau des chlorures, le modèle qu'on a monté avec les variables explicatives, il nous démontre que 45,1 % de la variance est expliquée par notre modèle, ce qui est quand même bien pour une étude du genre qu'on a fait. Et puis les variables explicatives, donc vous voyez ici les variables explicatives, puis ici les prédicteurs, c'est-à-dire, vu que c'est un modèle de régression linéaire, c'est comme si on veut dire l'intensité, si vous voulez. Donc, quand l'intensité est négative, ça veut dire que c'est inversement corrélé. Puis quand c'est positif, ça veut dire que c'est directement corrélé. Et puis ici, on a la signification. Donc, plus il est faible, plus le P est faible, plus la corrélation est forte, plus que notre modèle s'éloigne du hasard. Un peu ça qu'on pourrait dire. Donc, la proportion du territoire développé dans l'ère de vulnérabilité qu'on a mesuré pour chacun des puits. Donc, ça a été un travail de longue haleine qui a été fait par Gabriel. Donc, chacun des puits qui a été prélevé, il a déterminé à la main des aires de vulnérabilité. Donc, quand on regarde la proportion du territoire qui est développé dans cette aire-là, on s'aperçoit qu'il y a une très forte influence. C'est la plus forte influence sur la présence des chlorures. C'est lié aussi au fait que plus qu'un territoire est développé, plus qu'il y a de routes, plus qu'il y a d'entrées d'auto, plus qu'il y a de petites routes, de grandes autoroutes aussi. L'épaisseur moyenne des dépôts de surface, c'est inversement corrélé. Ça peut être expliqué tout simplement par plus que c'est épais, les dépôts de surface, plus qu'il y a d'argile notamment, moins on va avoir de chlorure, parce qu'il n'y aura pas d'infiltration de ces chlorures-là. Et puis, quand on regarde la densité des réseaux routiers, toutes catégories confondues, on a aussi une corrélation qui est forte ou une grande influence pour le modèle. Et puis, l'élévation des puits, c'est-à-dire par rapport aux qui sont situés en hauteur au niveau topographique, et plus qu'ils sont loin, plus qu'ils sont hauts, donc plus qu'ils sont loin des routes, moins qu'il y a d'influence des chlorures moins qu'on a d'apparition de chlorure dans l'eau. Donc, les conclusions de l'étude ont démontré qu'il y avait des corrélations très, très fortes qui avaient été observées dans les résultats d'analyse. Là, j'ai repris toutes les données, mais si on regarde les chlorures, là, donc la proportion du territoire développé, parce qu'on a un apport de contaminants plus élevé. L'épaisseur moyenne des dépôts de surface, comme je le disais, c'est qu'on a moins de rétention, mais plus que de dépôts de surface, plus que de rétention. Et puis la pente moyenne et la densité du réseau routier avaient une influence aussi sur les chlorures, parce qu'on pense que les sels de déglaçage dans l'eau de surface et la migration vers l'eau souterraine pourraient expliquer ces résultats-là. Donc, c'est terminé et j'étais à 7 minutes 26. J'ai gagné mon défi. Félicitations, François. Donc, j'appellerai la prochaine conférencière, Mme Quétin, à ouvrir sa caméra et partager son écran. Comme je vous disais, vous pouvez poser vos questions en tout temps dans la boîte de clavardage et puis les questions vont être répondues à la fin dans la période de questions. Vous pourrez aussi demander à intervenir oralement sans problème à ce moment-là. Ça fonctionne. Est-ce que vous voyez à l'écran ma diapositive? Très bien. Parfait, vous m'entendez bien? Aussi. Bon, top chrono, je me lance pour 8 minutes. Je vais essayer de respecter le temps autant que François Proulx.
L'invitation pour cet après-midi, pour l'heure du dîner. Moi, je vais vous présenter en fait une étude qui porte sur la vulnérabilité des sources d'eau potable aux fleuves de la Ville de Québec et de Lévis en regard de la salinité. C'est un projet qui a été qui est coordonné, en fait, un projet en cours qui est coordonné par Ouranos, mais également la CMQ, en collaboration, en forte collaboration avec la Ville de Québec et de Lévis, puis financé par le ministère de l'Environnement. Pourquoi, en fait, réaliser cette étude-là? C'est que la Ville de Québec et de Lévis avaient une préoccupation au niveau de la salinité qu'ils avaient observée au niveau des prises d'eau potable au fleuve. On se questionnait à savoir d'où provient cette salinité-là? Est-ce qu'elle provient du fleuve même ou d'une source plus terrestre? Quels sont également les effets des changements climatiques sur cette salinité observée-là? Est-ce qu'elle va augmenter ou diminuer selon les effets des changements climatiques? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le territoire de la CMQ, le territoire aquatique, la CMQ est située dans une zone de transition saline qui est vraiment la rencontre entre deux masses d'eau, qui est les eaux douces du fleuve et les eaux salines de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Cette rencontre-là de deux masses d'eau fait en sorte que cette zone de transition saline-là bouge au rythme des débits du fleuve, au rythme des marées. Ça fait en sorte aussi que c'est un des milieux aquatiques les plus productifs vraiment du système Saint-Laurent. C'est vraiment un milieu d'importance, notamment pour les activités humaines. Notamment, c'est une source d'approvisionnement en eau potable pour environ 200 000 personnes sur le TMQ. Donc, pour répondre aux préoccupations des villes de Québec et de Lévis, on a divisé le projet en fait en deux grandes étapes. La première, c'est de dresser le portrait actuel de la situation, c'est-à-dire d'identifier en fait les points de salinité au niveau des UPE de la ville de Québec, identifier les causes. Documenter également la variabilité observée au niveau de la zone de transition saline-là. Et la deuxième étape consiste à faire en fait un portrait futur, à savoir est-ce que selon divers scénarios de changement climatique, est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau de la condition de la salinité dans la zone de transition saline? Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter quelques résultats qui découlent de ces deux grandes étapes-là. Le premier rapport qui a été réalisé consistait en fait à analyser les données de trois prises d'eau potable, celles de Sainte-Foy, de Desjardins et de Saint-Romuald. Donc, avec les données qui ont été analysées au niveau de ces prises d'eau potable-là, on a pu identifier des pics de salinité, des pointes de salinité qui oscillent autour de 500 microsimènes à 391 microsimènes. Donc, c'est quand même, soit dit en passant, c'est quand même une bonne nouvelle parce que les valeurs ne dépassent pas le seuil de potabilité qui est autour de 1000 microsiemens. Toutefois, ces pics de salinité-là sont un petit peu plus importantes que la moyenne qui est autour de 250 microsiemens pour les trois stations, pour les trois UPE. Les causes associées, en fait, de ces pointes-là, c'est que les pointes surviennent majoritairement, ce qu'on a observé en hiver. Donc, autour de précipitations autour de zéro, là, donc dans des conditions de cocktail météo, qu'il y a des précipitations importantes, températures ou de redoux hivernaux. Puis compte tenu qu'ils ne sont pas associés à des changements de débit dans les cours d'eau, ça laisse supposer en fait que durant en fait, ces intempéries-là, on procède à l'épandage de sel de voirie, de sel, d'épandage de sel sur nos routes pour assurer la sécurité, mais ces sels-là sont par la suite transportés par des cours d'eau, réseaux d'égouts, puis ils seraient en fait à l'origine. Conclusion de ce rapport-là, la zone de transition salinaire, la source marine ne serait pas à l'origine des points de salinité, mais ça serait davantage des sources qui proviennent du milieu terrestre là, qui seraient responsables des points de salinité observés aux UPE. Toutefois, on manquait quand même de données au niveau de la zone de transition saline. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un mandat à l'INRES et à Québec Océan pour faire une vaste échantillonnage au fleuve sur le territoire aquatique de la CMQ. Et ce qui en ressort au niveau des principales conclusions, c'est qu'il n'y a aucune anomalie vraiment significative à proximité des prises d'eau potable, donc au niveau de la conductivité. Toutefois, dans le secteur un petit peu plus à l'est, au niveau de l'île d'Orléans, on constate que la zone de transition saline est bel et bien
qui a fait son avancée plus précisément dans le chenal nord du fleuve. Donc, selon les conclusions de ce rapport-là, là, au niveau des prises d'eau potable, il serait hors de portée du front salin qui se retrouve à peu près à 35 km là, en aval du côté nord du fleuve, là, des prises d'eau potable de la ville de Québec et de Lévis. Avec ces deux études-là, il y a quand même des questions qui demeurent dans une perspective de changement climatique. Ce sont les travaux qui sont présentement en cours. En fait, c'est à savoir est-ce que les effets des changements climatiques pourraient jouer sur la position actuelle du front salin. Est-ce que cette zone de transition saline-là pourrait migrer vers l'amont, donc avancer, puis 5 ou 50 ans, là, avoir un impact au niveau des prises d'eau de Québec et de Lévis? Donc, il y a des travaux qui sont présentement en cours. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est une analyse de sensibilité par une espèce de modélisation là, 2D. C'est vraiment une première application dans un contexte estuaire fluvial. Donc, il y a une campagne de terrain qui est accompagnée de cette étape-là là, pour alimenter la modélisation. Et les principaux résultats, là, les résultats vont arriver d'ici l'hiver 2021. Là, on envisage autour du mois de février. Donc, en attendant ces résultats-là, puis pour conclure, en terminant, pour ceux qui n'ont pas assisté au symposium d'Uranos qui s'est tenu en octobre dernier, Uranos a dévoilé en fait sa nouvelle programmation, son nouveau plan stratégique 2020-2025. Ça fait déjà plusieurs années qu'Uranos travaille sur un peu pour documenter la vulnérabilité au niveau des ressources en dans le nouveau plan stratégique 2020-2005. Ça va faire encore partie d'une priorité de recherche. Donc, si vous voulez savoir par rapport aux actions qui vont être prises, là, je vous invite à contacter là, ma collègue là, Anne Blondeau, là, qui est un peu en charge de cette priorité de recherche-là pour les années à venir au niveau d'Uranos. Ça conclut un peu ma présentation. J'espère que je suis arrivée dans les temps. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup, Mme Quintin. Ça a coupé un peu par moment. Je pense que c'est une question d'Internet, mais on a quand même très bien compris vos propos. Donc, j'inviterai maintenant Sonia Bemel, merci, directrice scientifique d'Algéro, pour sa présentation. On voit bien ton écran, Sonia. Parfait. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce midi. En fait, moi, on m'a donné comme mandat de vous parler du défi, comment qu'on peut agir localement à l'échelle individuelle pour réduire les sels de voirie. Et pour illustrer mes propos, je vais commencer par le global. Donc, penser global et agir local. En fait, il y a un rapport que je vais vous partager, le lien après la rencontre sur le chat de l'Environnement Canada qui dresse un portrait global des concentrations des sels de voirie par bassin versant ainsi que toutes les sources des sels de voirie à travers le Canada. Et ce qu'on voit très bien ici sur l'image, c'est confirme un peu les propos par rapport aux sources des eaux salines dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, tout vient en amont des bassins versants, plus que c'est densifié, plus qu'on a des sels de voirie qui arrivent. Et ça compte pour tous les sous-bassins versants alentours du fleuve Saint-Laurent. On le voit avec la densification qu'il y a de plus en plus de sels de voirie qui se rejettent dans le fleuve Saint-Laurent. Quand on regarde dans ce même rapport, les chiffres, il me sort tout le temps, je perds tout le temps mon tableau, un instant. Ça ne sera pas long, je m'excuse. Quand on regarde, ce qu'ils ont mis aussi, c'est de savoir quel est le nombre d'entrepôts provinciaux des sels et quantité de chlorure de sodium et abrasif utilisés par province. C'est quand même assez impressionnant. On parle juste pour le Québec de 478 dépôts à sel, avec une quantité totale juste en sel de voirie de 600 000 tonnes par année. Donc, on a vraiment une problématique qui est très globale. Donc, la question se pose comment qu'on va réussir de réduire nos apports en sel sur le plan plus local.
Donc, on a entre autres ici le petit bassin versant du lac Clément qui fait juste 1 km² et qui est traversé sur 1 km par l'autoroute qui amène vers le parc des Laurentides avec un total d'environ 55 tonnes de sel de voirie émis par hiver. On a le tronçon également de la route Talbot où on parle d'à peu près 100 kg de sel de voirie par bordée de neige et des données inconnues sur ces tronçons de sel de voirie-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour avoir des routes qui ont moins de sel de voirie? Un des éléments, je pense, qui est important, c'est qu'il faut qu'en tant que citoyen, on doit demander politiquement, faire de la pression politique pour demander des écoroutes, comme il y en a à Magog, comme il y en a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme il y en a au Lac-Saint-Charles. C'est esthétiquement plus beau et environnementalement, c'est mieux. Et en plus, ça réduit la corrosion sur nos voitures. Donc, de ce côté-là, on a notre partie à faire. Et aussi, ce qu'on s'est fait dire souvent quand on demande à la Ville de Québec pourquoi ils ne réduisent pas l'application des sels de voirie, c'est le nombre de plaintes qu'ils reçoivent quand le déneigement n'est pas bien fait. Alors, il faut appliquer des méthodes alternatives de déneigement où on réduit l'application des sels de voirie, mais il faut qu'il y ait aussi une volonté politique, il faut qu'il y ait une pression de la part de la population pour y arriver. Si on regarde maintenant un petit peu plus localement encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de lacs qui sont entourés par des par des routes en gravier. Donc, il y a de plus en plus de tendance d'arrêter l'application d'abats poussières. En fait, des abats poussières, c'est des mélanges avec toutes sortes de chlorures. Il y a déjà eu des mélanges qui étaient à base d'huile. Il y a eu des mélanges vraiment assez, je vous dirais, inventifs par rapport à ce qu'on mettait pour réduire la poussière des routes non asphaltées. En tous les cas, pour ces routes-là, il y a une seule solution qui s'applique, c'est-à-dire on demande à ce qu'on n'en applique plus. En fait, je suis dans l'association d'un petit lac qui est entouré par une route à bas poussière et on a demandé qu'ils cessent l'application complète d'abat poussière. On a demandé tout le monde à réduire la vitesse. Donc, ça réduit en fait, la poussière et en plus, on a pu réduire le contenu en ion chlorure dans le lac. En fait, on l'a réduit en divisant par 3 en dans de 6 années seulement. Pourquoi c'est important de réduire les sels de voirie dans un lac? C'est que la capacité de mélanger d'un lac pour se réoxygéner est fonction de l'ensemble des ions chlorure et de la température. Donc, et il y a beaucoup de raisons environnementales qu'on pourrait discuter par après pourquoi on doit réduire les sels de voirie. Là, si on veut agir encore plus localement, il y a un élément que tout le monde qui a déjà pris l'avion en arrivant à Québec a déjà vu, c'est qu'il y a énormément de piscines et il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup d'asphalte un peu partout. Alors, il y a une tendance de plus en plus vers des piscines à sel qui sont vendues en étant plus écologiques. Ce n'est pas tout à fait vrai. On va pouvoir en discuter tout à l'heure, mais des piscines qui sont à sel, les spas qui sont à sel sont un problème réel. Il y a même des municipalités qui l'interdisent déjà leur utilisation parce qu'ils ont vu une augmentation fulgurante des sels de voirie dans les cours d'eau adjacentes, en plus d'être excessivement corrosifs, autant sur les installations autour de votre propre piscine que pour les installations des réseaux d'égouts pluviales des villes. On peut aussi faire sa part en réduisant l'application des sels sur nos cours, de l'appliquer seulement là où c'est absolument nécessaire. Donc, on a plusieurs niveaux auxquels on peut agir en poussant pour qu'on ait plus de routes blanches, en réduisant nos sels et aussi à toujours se poser les bonnes questions avant qu'on utilise une nouvelle procédé dit écologique avant d'agir ou de remplacer une utilisation existante. Donc, merci beaucoup pour ma partie.
Merci beaucoup, Sonia. C'était très intéressant, surtout d'en apprendre plus sur le rôle que jouent nos piscines privées. Donc, j'inviterai maintenant Jean-Philippe Robitaille du ministère des Transports à ouvrir sa caméra et partager son écran. C'est parfait, on va très bien. Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi pour parler de gestion des salles de voirie au ministère des Transports. Donc, je suis biologiste depuis 2010 au ministère des Transports à la direction de l'environnement et je travaille sur le dossier, entre autres, des salles de voirie. Donc, je vais commencer par aborder certains dossiers plus macro pour ensuite y aller avec des sujets plus locaux comme le lac Saint-Charles. Premièrement, je voulais vous parler de la stratégie québécoise pour une gestion environnementale des salles de voirie qui permet de faire la promotion à travers le Québec des meilleures pratiques de gestion des salles de voirie. Donc, son objectif, c'est de réduire l'impact sur l'environnement sans compromettre la sécurité des usagers et la circulation des personnes et des biens. C'est une approche qui a été lancée en 2010 en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le MAMACH, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, et la Fédération québécoise des municipalités. Si vous voulez en connaître davantage sur la stratégie, je vous invite à visiter le site web en ligne. Donc, il y a beaucoup de détails sur les meilleures pratiques. Il y a des guides, il y a des capsules vidéo de formation et il y a aussi de l'information au niveau plus statistique à travers les différents bilans québécois. Donc, des données du ministère et aussi des municipalités qui ont participé à la démarche. Ensuite, depuis 2008, le ministère met en place un plan ministériel de gestion environnementale des salles de voirie, donc un peu basé sur un système de gestion environnementale là, où la norme ISO 14001. Ça nous permet à chaque année de revoir nos façons de faire, de s'asseoir, tous les experts ensemble, les techniciens en travaux publics, les ingénieurs, les biologistes, voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Il y a une reddition de compte qui est faite pour voir si on a atteint nos cibles et puis c'est ça, on se réajuste à chaque année. Les bonnes pratiques, là, de manière générale, là, ça englobe le grand domaine de l'approvisionnement, donc s'assurer d'avoir un sel de qualité, l'entreposage des matériaux, l'épandage, bien sûr, et la gestion des neiges. Donc, si on y va plus régionalement, j'avais prévu aussi juste vous donner quelques exemples. C'est sûr que depuis 2008, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, là, mais en ce moment, si je peux vous dresser un petit portrait de sur quoi le ministère travaille, on travaille principalement sur l'implantation officielle de la préhumidification du sel, donc l'utilisation des saumures liquides. Donc, c'est quelque chose que le ministère utilise depuis les années 90, mais avec différents niveaux de succès, si je peux dire. Donc, maintenant, on s'est assuré de peaufiner cette technique-là à travers de la formation, des chartes d'épandage aussi, donc différents outils. Donc, on est en train d'implanter ça à travers le Québec au ministère. On a aussi un projet pilote sur la technique d'antigivrage. L'antigivrage qui consiste à utiliser des sels de déglaçage avant les précipitations. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours, une technique qui est reconnue aussi, mais qui demande beaucoup d'expertise, de formation et d'outils, dont, entre autres, des stations météoroutières. On a aussi une démarche d'implantation des nouvelles écoroutes. Donc, Sonia en parlait tantôt, les écoroutes d'hiver qui visent à une utilisation limitée des sels de voirie. On utilise seulement de l'abrasif dans les points critiques, puis on augmente les opérations de déneigement. Le sel va être utilisé quand même lorsque c'est nécessaire, comme dans les épisodes de verglas. Donc, cette démarche-là vise à identifier les zones vulnérables à proximité du réseau routier et voir s'il n'y aurait pas une écoroute qu'on pourrait implanter là, à proximité pour réduire les quantités dans le bassin versant. On a aussi un parcours de formation. La formation en viabilité hivernale, c'est un point critique c'est manquant. Il n'y a pas beaucoup de formation dans ce domaine-là. Donc, à l'interne, on s'est développé des petites formations au fil du temps. Puis maintenant, on est en train de développer vraiment un parcours pour les nouveaux employés donc, qui vont être formés en viabilité hivernale. Et finalement, on a un système d'aide à la décision. On a beaucoup de systèmes. Je parlais des systèmes de météoroutiers, des guides, des chartes d'épandage, mais on aimerait que tout ça soit centralisé dans un seul système pour faciliter le travail des opérateurs. Au niveau régional, bien sûr, vous connaissez tous le projet de réaménagement de l'axe 73-175. Il y a eu plusieurs actions de gestion des salles de voirie dans le cadre de ce projet-là.
Donc, il y a eu, entre autres, un plan de gestion pour favoriser un bon drainage et limiter le sel de voirie qui est appliqué. Il y a eu un suivi des ions chlorure dans l'eau de surface de certaines rivières. De manière générale, les résultats n'ont pas démontré c'est des valeurs qui étaient quand même raisonnables, qui n'ont pas dépassé les critères là, pour la protection de la vie aquatique. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation, mais au niveau de ces cours d'eau-là, ce n'était pas problématique. Maintenant, il faut quand même faire le suivi au niveau du lac Saint-Charles. Les ions, on sait qu'ils peuvent s'accumuler, donc à plus long terme, on ne veut pas non plus de problème, donc c'est important de continuer le suivi. Il y a eu des suivis, il y avait des puits d'eau potable qui avaient été identifiés, qui étaient comme à risque. Donc, il y a eu un suivi à ce niveau-là aussi. Il n'y a pas eu d'impact qui a été observé à ce niveau-là non plus. Il y a certains puits qui ont connu des diminutions. La majorité n'ont pas eu d'augmentation. Je pense qu'il y avait seulement 3 puits sur une cinquantaine qui ont eu une légère augmentation. Il y a aussi un système de double drainage avec bassin de rétention. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont eu l'occasion de visiter ces installations-là qui visent essentiellement à séparer les eaux provenant de l'autoroute des eaux de ruissellement qui proviennent de l'extérieur. Donc, c'est principalement ça en cas de déversement pour protéger le bassin versant de la prise d'eau potable. Donc, on va être capable d'isoler en cas de déversement ces matières dangereuses-là, de les pomper et de les éliminer dans un site qui va être autorisé. Je voulais présenter rapidement là, les circuits sous notre responsabilité. En fait, il y a 3 niveaux de service, dégagés, partiellement dégagés, puis sur fond de neige durci, qui sont établis là, en fonction des différents critères, dont principalement le débit de circulation. Donc, c'est sûr que pour l'autoroute, on parle d'une route qui est dégagée, mais on a aussi le chemin de la Sagamité en parallèle de l'autoroute, qui est, lui, déjà sur un fond de neige durci. Donc, là, il y a moins de sel qui est épandu. En fait, c'est uniquement de l'abrasif. Il y a aussi un petit circuit sur fond de neige durci à la ville de Lac-de-Lage. Au niveau de la ville de Stoneham, il y a plusieurs types d'entretien, donc dégagés pour se rendre à la station de ski. Partiellement dégagé. Partiellement dégagé, on parle surtout là, de dégager le milieu de la chaussée pour avoir 2 roues sur l'asphalte au minimum. Et on a récemment l'écoroute d'hiver dont faisait référence Sonia. On a été, nous, approchés par Agiro, l'Appel dans le temps, et la CMQ pour parler de la problématique du lac Saint-Charles. Donc, je pense que c'est en 2016. Donc, on s'est assis à l'interne avec plusieurs experts dans le dossier de la gestion des sels de voirie pour établir un plan de travail. Il n'y a pas de solution de miracle, comme vous savez, il n'y a pas de produit alternatif qui peut remplacer le chlorure de sodium en ce moment. Donc, les améliorations possibles se font dans les petits détails. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite auprès des prestataires de services qui ont été rencontrés. Il y a aussi des nouvelles clauses au niveau de l'entreposage des abrasifs. Donc, on exige maintenant une toile imperméable. Sachez que dès le 31 décembre, il y a un nouveau règlement du ministère de l'Environnement qui va imposer cette bonne action-là pour les nouveaux sites d'entreposage. On a aussi une clause qui a été ajoutée au contrat autoroutier pour l'utilisation de lames adaptables, donc d'une lame qui va mieux épouser la chaussée pour enlever le maximum de neige et pouvoir utiliser moins de sel par la suite. On a aussi ajouté une étape de vérification du calibrage des régulateurs d'épandage électronique, un appareil qui permet d'ajuster le niveau d'épandage en fonction de la vitesse du véhicule, donc qui était déjà vérifié au début de l'année, qui est maintenant vérifié au milieu de la saison. Et il y a un suivi mensuel aussi qui était fait des consommations de sel, qui n'a pas démontré là, de défaillance. Mais, donc, on a abandonné un peu ce suivi-là. Là, on le suit encore, mais pas de manière aussi intensive. L'écoroute, pour terminer, qui était sous le chemin de la Grande Ligne, qui est l'écoroute d'une dizaine de kilomètres, donc qui était sous la juridiction du MTQ, de la ville de Stoneham et de la ville de Québec. Donc maintenant, on s'est entendu pour faire une grande écoroute depuis 2019, je crois. Donc, on a 3,2 km sous notre responsabilité dans ce secteur-là. Ça fait le tour pour moi aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Robitaille. C'est très apprécié. Il y a déjà beaucoup de questions, je vois, dans le chat. Il nous reste une dernière présentation avant la période de questions. Donc, je demanderai à professeur Patrick Drogy
d'ouvrir sa caméra et de commencer le partage d'écran. On a bien l'écran, il manque seulement la caméra. Si je fais ça comme ça, et le micro. Plein écran, je n'arrive pas à voir mon plein écran. Oh. Il manque seulement peut-être d'ouvrir le diaporama, puis on va... Mais je ne sais pas pourquoi il ne me permet pas de voir le plein écran, je ne sais pas. Oh. Est-ce que je peux présenter? Parce qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi il ne me permet pas, je ne vois pas l'icône. Reprendre le diaporama, je vois un bouton. Ah non, il a disparu. En bas à droite, peut-être, sur le bouton du diaporama. Parce que juste, Ouais. je ne sais pas pourquoi je ne vois pas l'icône. Ah, OK. Voilà. Super. OK, merci à tous et à toutes. Merci au comité organisateur de ce webinaire. Alors, cet après-midi, il me fait plaisir de vous entretenir sur un sujet d'actualité qui concerne donc le traitement des eaux de ruissellement routier. C'est un projet qui a été initialement élaboré en collaboration avec la Ville de Québec, le ministère des Transports du Québec, la compagnie Veos Water et Agiro. Alors, donc, il faut d'entrée tout de suite présenter le site d'étude qui est le lac Clément, qui est un lac qui fait partie du haut bassin de la rivière Saint-Charles et qui est une source de prise d'eau pour la potabilisation. Et autour de ce lac, il y a une problématique importante telle que l'augmentation de la densité de l'eau par les sels de voirie qui a un impact sur la capacité de ménage des eaux du lac, inhibant ainsi l'oxygénation des eaux profondes. Troisième point, c'est l'état des herbiers aquatiques qui indique une contamination par les sels de voirie a un impact sur la diversité et la densité et la capacité de reproduction des herbiers existants. Alors, nous, pour cette étude, nous avons donc identifié deux points, pardon, qui se situent donc, c'est le point CLTR1 et vous avez un autre point CLTRB qui se situe à ce niveau-là, qui est un peu plus loin du lac. Il faut aussi remarquer que les apports en chlorure pouvaient dépasser sur ce site des seuils de toxicité chronique pour la vie aquatique. Et on note également des risques potentiels qui sont liés à la mobilisation des métaux lourds, à l'augmentation de la turbidité de l'eau et à l'apport moléculaire réfractaire tels que les hydrocarbures. Alors, donc, l'idée ici, c'est de trouver des solutions face à cette problématique, sachant que le lac Clément est un lac du bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles qui est le plus affecté par la présence des sels de déglaçage. Donc, parmi les solutions, nous en avons deux. Soit c'est de limiter l'apport de sel, soit c'est de dévier ou traiter l'eau qui arrive au lac Clément. Une grande partie de ces sels proviennent de l'autoroute 73 et il est, pour des besoins de sécurité routière, il est impossible de pouvoir donc limiter l'apport de ces sels. La deuxième solution, la déviation de ces eaux est quasiment impossible. Donc, pour nous, la solution privilégiée, c'est le traitement de ces eaux à la source, c'est-à-dire le plus près possible de leur entrée dans l'environnement. Donc, il faut dire qu'il existe plusieurs techniques de gestion et de traitement de ces eaux de ruissellement routier
Entre autres, nous avons des systèmes par d'égout séparatifs, puis sédimentation primaire. Nous pouvons avoir des bandes filtrantes et nous végétalisées. Il y a également des installations de stockage qui peuvent être utilisées, telles que les lagunes et les marais épurateurs. Ces technologies sont certes efficaces pour éliminer des MES, des matières en suspension, de la turbidité, des coliformes fécaux, mais restent inefficaces pour le traitement des sels. Donc, face à cette situation, nous avons donc développé une approche de traitement de ces eaux de ruissellement routier en se basant sur des techniques électrolytiques combinant l'électrocoagulation, l'électrodialyse, l'électrochloration. Donc, grâce à la technique d'électrocoagulation, il est possible d'assurer une clarification préalable des eaux avant donc de les acheminer pour le dessalement par électrodialyse, suivi donc du traitement d'oxydation qui permet de produire du chlore actif qui peut être utilisé pour la désinfection des eaux. Donc, le but ultime, c'est d'établir, à la fin de ce projet, d'établir un plan de dimensionnement d'un prototype pré-industriel permettant de traiter 5 à 10 mètres cubes par jour des eaux de ruissellement routier. Alors, donc ici, je vous présente un peu l'approche de façon schématique. C'est un procédé qui va commencer premièrement par un système de clarification par électrocoagulation, suivi d'un système d'électrodialyse qui va donc concentrer les sels. Et ensuite, une fois que les sels sont concentrés, le concentrat va être utilisé pour faire l'électrochloration qui va permettre de générer un produit traitant, un produit désinfectant qui pourra être utilisé pour le traitement des eaux. Alors ici, je vous présente la première partie qui est composée donc du procédé d'électrocoagulation qui consiste à récupérer l'effluent. Il faut noter qu'il y a aussi un défi dans ce type de projet. Il y a un défi de récupération de ces eaux de ruissellement routier. Donc, il y a toute une ingénierie à mettre en place de manière à récupérer de façon adéquate ces eaux de ruissellement routier. Et pour ce faire, nous comptons sur l'appui de la compagnie Veolia Water qui travaille avec nous dans ce projet et qui a une expertise remarquable sur le plan de la récupération de ces eaux. Donc, une fois que ces eaux sont récupérées adéquatement, on pourra les acheminer dans un bassin. Ensuite, ces eaux seront acheminées dans un système d'électrocoagulation qui va permettre donc de clarifier les eaux par déstabilisation des particules colloïdales. Et ensuite, ces eaux peuvent être soumises à la flocculation, décantation, ici, et ensuite, on récupère des eaux clarifiées. Donc ici, vous avez le prototype à l'échelle laboratoire qui a été développé, en commençant par l'électrocoagulation, suivi de la flocculation et la décantation. Donc ici, vous avez quelques résultats de clarification qui marchent très bien. On a testé les eaux issues des deux sites, 2 points d'échantillonnage. Et comme vous pouvez voir, il est possible de pouvoir éliminer plus de 96% des MES, des matières en suspension, et plus de 96% également de la turbidité, quelles que soient les eaux qui ont été échantillonnées et quelles que soient les caractéristiques initiales de ces eaux. Donc ici, vous avez une représentation, une photographie de ce qui a été fait au laboratoire, les eaux brutes qui avaient jusqu'à 66 NTU, et après clarification, on a des eaux autour de 2 NTU. Donc ici, également en haut, je vous ai donné quelques chiffres en termes de consommation énergétique, puisque l'on applique un générateur de courant un générateur de courant qui permet donc d'appliquer une tension aux bornes des électrodes. Alors, la deuxième partie concerne le traitement de désalinisation des eaux de ruissellement routier par électrodialyse. Alors, on a ici un réacteur qui intègre des membranes alternativement cationiques, anioniques, cationiques, avec des électrodes non consommables, donc qui vont permettre de délimiter des compartiments de concentration et de dilution
Donc, comme vous pouvez le voir, les ions chlorure et sodium vont être retenus ici dans ce compartiment à cause des membranes qui ont été choisies de façon adéquate. Et dans ce compartiment, vous avez qui s'appauvrit. Ce compartiment va s'appauvrir en ions donc chlorure. Donc, on va avoir ici dans ce compartiment un dessalement des eaux. Ici, vous avez une photographie du prototype de type laboratoire qui est utilisé présentement dans nos laboratoires pour faire le dessalement des eaux clarifiées. Donc, je vais pour atterrir avec cette diapositive. Donc, ici, je vous indique quelques résultats de désalinisation qui ont été obtenus en fonction du temps. Donc, vous avez le concentrat avec une certaine conductivité, le diluat au départ, et ensuite, au cours de l'électrolyse, on a un appauvrissement du diluat et on a une concentration en sel de chlorure dans le compartiment de concentration. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons donc plus de 97% de dilution qui est obtenue dans le compartiment de dilution. Donc, la troisième partie, nous ne l'avons pas encore abordée, mais cela devrait se faire sans problème puisque nous pourrions donc utiliser les eaux issues du compartiment de concentration pour faire l'électrolyse et produire donc l'acide hypochloreux qui va être utilisé pour la désinfection. Je ne sais pas si j'atteins sur ce, je pense que je m'arrête ici. Et puis, voilà, merci pour votre assistance et puis je suis ouvert à toutes sortes de questions. Merci, professeur Draghi. Maintenant, j'ai invité Mélanie Delonchamp, mais qui est déjà là, à animer la période de questions. Il y a déjà beaucoup de questions là, dans le chat. Ceux qui ont encore des questions, vous pouvez les poser par écrit ou encore une fois, signifier que vous désirez intervenir oralement. Mélanie, je te laisse celle. Oui, merci Maxime. Donc, la première question qu'on voit dans le chat, c'est sur les gens peut-être qui ne comprennent pas tous, là, mais c'est une question concernant les marais du Nord. Au nord du lac Saint-Charles, notre puits pour l'alimentation en eau potable est contaminé, on croit, là, au sel. On a des valeurs de conductivité là, qui peut atteindre 1350. Puis, on se posait la question, peut-être que François pourrait répondre. Qu'est-ce qui pourrait influencer ça? Est-ce que c'est seulement les sels de voirie ou il pourrait y avoir autre chose là, qui influence ça? C'est très difficile, sans études, de pouvoir répondre à ça. Il y a une foule de choses, en fait. Ça pourrait être soit du sel de déglaçage de route, ça peut être aussi... Je ne pense pas qu'il y en ait d'utilisé dans votre stationnement, dans le stationnement des marais du Nord, mais ça peut être aussi... Parce que l'eau a pu circuler sur une grande distance. Hein. Ça se peut que ça soit contaminé en amont. La source, maintenant, les chlorures, ça n'apparaît pas du ciel habituellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise très, très couramment dans l'environnement. Donc, la plupart du temps, ça vient d'un sel quelconque, soit un sel de déglaçage, soit un sel pour un abat poussière ou soit quelque chose d'autre. Donc, puis là, votre valeur est à 1350 mg par litre de chlorure. En fait, une conductivité. C'est la conductivité. C'est la conductivité. Okay. Le risque là-dedans aussi, la conductivité, souvent elle est sous-estimée, ce risque-là, c'est qu'une conductivité trop élevée amène de la corrosion. Puis avec la corrosion, mais ça mobilise des métaux dans l'eau potable. Donc, ça peut, toute la plomberie domestique et tout ça, donc c'est un principe d'électrochimie, donc ça va mobiliser des... C'est la peur. C'est ça, donc s'il y a des soudures au plomb, ça va mobiliser du plomb, s'il y a du cuivre, ça va mobiliser du cuivre. Donc, c'est ça qui est le risque principal. Donc. Désolé de ne pas pouvoir répondre davantage. Non, il n'y a pas de problème. L'autre question aussi, c'est sur les substituts au sel. Je ne sais pas si, Jean-Philippe, tu pourrais répondre. Il y a des substituts au sel souvent qu'on entend parler, autant le jus de betterave que même les copeaux de bois ou autres. J'aimerais ça t'entendre parler un peu de ça rapidement. Là. Oui. Bien, les substituts au sel, comme je disais, en fait, il n'y a pas de solution miracle dans la littérature scientifique. Il y a beaucoup de projets de recherche qui se fait, le succinate de potassium en ce moment, l'acétate de calcium-magnésium qu'on entendait beaucoup parler dans les dernières années. Mais tous ces produits-là sont plus à la base expérimentale, ne sont pas vraiment disponibles ici en grande quantité et surtout à des coûts raisonnables. On ne parle pas d'un produit qui serait 2 ou 3 fois plus cher. Par exemple, l'acétate de calcium-magnésium, on parlait de 35 fois plus cher.
Donc, tu sais, on comprend, puis c'était pas disponible au Québec quand on a, on a fait les vérifications. Donc, non, c'est ça, il n'y a pas de solution miracle. Le copeau de bois, ce n'est pas un fondant, ça peut servir d'abrasif. C'est peut-être bien sur les trottoirs pour les piétons. Encore là, ça va se ramasser dans les réseaux pluviales. Donc, il y a d'autres impacts. Ça avait été déjà testé aussi, là, ça fait quand même longtemps qu'on entend parler des copeaux de bois. Ça remonte au début des années 2000 en Europe. Mais même ici, à Québec et à Montréal, ça avait été testé, puis ça avait été abandonné pour plusieurs raisons différentes, là. Mais c'est aussi la gestion après ça, une fois qu'on a récupéré ces copeaux de bois-là, c'est la gestion ou la valorisation possible qui était plus difficile qu'avec la petite pierre, par exemple. D'autres projets, le jus de betterave, ça, c'est quelque chose que le privé a fait une bonne promotion de ce produit-là, mais en réalité, ça reste une saumure de chlorure de sodium qui est mélangée avec un résidu de betterave. Mais cette saumure-là reste qu'elle est ajoutée au sel sec, finalement, un peu comme toutes les autres saumures, là, que ce soit chlorure de magnésium, chlorure de calcium. Donc, oui, c'est bon. Quand je parlais tantôt de préhumidification des fondants, ça en fait partie. C'est bon comme le chlorure de magnésium peut l'être aussi, mais ce n'est pas une alternative là, comme telle. François Proulx, la prochaine question, je vais te la diriger vers toi. Est-ce que les impacts des piscines au sel ont été comparés aux impacts de la piscine conventionnelle au chlore? Puis le chlore doit-il avoir un impact, doit avoir un impact aussi, à moins qu'il s'évapore complètement? OK. On n'a pas fait d'études spécifiques pour ça, mais l'expérience qu'on a dans les piscines intérieures là, qui chlorent à l'hypochlorite et les piscines extérieures qui sont aussi à l'hypochlorite sur le territoire de la ville, en fait, le chlore, il réagit en partie avec notre corps dans une piscine pour former souvent des chloramines qui, elles, sont volatiles, donc vont s'en aller. Ils vont réagir aussi avec le soleil pour se décomposer, pour former des chlorures. Donc, il y a une partie qui va devenir chlorure. L'autre partie qui c'est sous forme moléculaire, tout simplement, le chlore comme gazeux va approcher de la surface, va quitter la surface de l'eau, va devenir... C'est pour ça qu'il y a une odeur, en fait. Quand on perçoit une odeur de chlore, c'est que le chlore, il n'est plus dans l'eau, il est rendu dans l'air. C'est pour ça qu'on a l'odeur. Donc, oui, il y a une partie qui est en chlorure, parce qu'on remarque que quand une eau vieillit dans une piscine, le taux de chlorure augmente, mais jamais à des concentrations qu'on a dans les piscines au sel, là, qui sont de l'ordre de 1350 à 2000 mg au litre. Je parle que ça monte, pour un été, ça peut monter autour de 300, à peu près 300 ou 400 mg par litre. Donc, on est un facteur 4 à 5 en dessous. Merci. Jean-Philippe, la prochaine question, est-ce qu'il existe des normes pour la qualité des sels de voirie? Oui, il y a une norme. J'imagine. Oui, effectivement, il y a une norme au ministère pour le chlorure de sodium avec des critères sur la granulométrie, la teneur en chlorure de sodium pour s'assurer que ce soit bien du chlorure de sodium qu'on ait, et la teneur en eau aussi, l'humidité pour empêcher que le chlorure de sodium prenne en pain, qu'on dit, prenne en bloc, puis qu'il se répande trop sur la chaussée lors de l'épandage. Mais oui, il y a une norme, oui. OK. La prochaine question est aussi pour toi. Comment expliquer le fait que nous sommes la province qui utilise le plus de sel, malgré que depuis 2008, on nous dit que nous avons un plan d'action à cet égard? Que fait l'Ontario qui a globalement un meilleur bilan alors qu'on a un réseau semblable à celui de l'Ontario? Je ne sais pas si l'Ontario met moins de sel. Je pense que l'Ontario met peut-être même plus de sel de manière générale, mais ils ne font rien de particulier. Je veux dire, on a un groupe de travail canadien là, sur la gestion des sels de voirie, donc toutes les provinces, il y a des municipalités aussi, il y a l'industrie aussi qui est sur ce groupe de travail-là, puis on partage toutes les bonnes pratiques. Donc, non, je ne pense pas que l'Ontario fasse quelque chose de particulier par rapport au Québec. Ils ont peut-être utilisé les liquides plus tôt, ça, je dois l'accorder. On a utilisé les liquides, comme je disais, depuis les années 90, mais pas avec succès. Donc, il faut savoir que les liquides, l'objectif premier d'utiliser les liquides, c'est de réduire les taux d'épandage. Donc, oui, en mettant des liquides, on va être capable d'avoir un meilleur dégagement de la chaussée, mais on veut réduire les taux d'épandage. Donc, c'est ça que nous, on a essayé de
de peaufiner. Puis on a fait nos devoirs, on est revenu avec des guides, des chartes d'épandage, de la formation là-dessus, pour que cette fois-ci, on soit capable d'atteindre l'objectif voulu. OK. Ben, en fait, la prochaine question, je vais y répondre. Est-ce que les formations pour les employés de voirie pourraient éventuellement être données à des entreprises privées? J'ai personnellement rencontré des entrepreneurs de la Ville de Québec pour faire la formation avec eux il y a 2 ou 3 ans. Mais force est de constater qu'on nous a clairement dit qu'il fallait que la Ville de Québec mette dans ses normes, qui exige des choses pour que les entrepreneurs le fassent, qu'eux ne font que répondre aux normes demandées par la municipalité ou la Ville. Donc, c'est beaucoup sous les cahiers de charges qui doivent avoir des responsabilités là, qui soient mises envers l'entrepreneur pour l'usage. Donc, oui, il y a de la formation à faire, de la sensibilisation, mais il y a aussi tout ce que les municipalités ou le MTQ peut exiger aux entrepreneurs qui doit être modulé aussi pour pouvoir y arriver. Je ne sais pas comment pouvez-vous soutenir les différentes organisations qui sont en train de vous suivre pour votre marche? Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir, je ne sais pas si quelqu'un comprend la question de Diarra, comment pouvez-vous soutenir les différentes? Sinon, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, là. Je n'ai pas vu d'autres. Les autres, c'est des remerciements. Puis, il y a eu plusieurs documents qui vous ont été mis en référence aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, la question, c'était peut-être comment pouvez-vous soutenir les différentes municipalités qui sont en train de vous suivre dans la démarche, peut-être? OK, peut-être. Si c'est le cas, ben, je l'ai lu comme ça, mais si c'est le cas, sur le site de la stratégie, comme je disais, là, il y a des guides, là, que ce soit au niveau de l'entreposage, des bonnes pratiques d'entreposage ou de manutention des selles, au niveau de l'épandage, avec les chartes d'épandage que les gens peuvent s'inspirer. C'est sûr que ça a été conçu pour le ministère des Transports, mais ça peut être repris au niveau municipal puis adapté. Il y a plusieurs guides ou petites capsules vidéo en ligne sur le site de la stratégie. Parfait. Maxime, il y a aussi une demande là, comme quoi qu'on prenne tous les liens qui ont été mis dans le chat puis qu'on envoie un courriel avec ces liens-là. Donc, je ne sais pas si c'était... À la page de l'événement, les conférenciers et conférencières aussi qui acceptent de partager leur présentation PowerPoint peuvent me les envoyer et je vais les mettre sur le site web également. Et puis, en terminant, l'enregistrement va également être disponible sur YouTube dans les prochains jours, sur le compte YouTube de Centro et probablement de Réseau Environnement. Je vais voir comment le diffuser. Donc, merci Mélanie pour l'animation du panel. Merci surtout à nos panélistes pour votre disponibilité si près du temps des fêtes. Merci pour les présentations d'aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde un joyeux temps des fêtes et une meilleure année 2021, pardon.